Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va revenir sur le Tour des Alpes, anciennement le Tour du Trentin, cette course de préparation au Giro. C'est un peu le Dauphiné libéré du Giro d'Italie. Pour vous résumer, une épreuve de 5 jours qui a toujours eu une starting list un peu particulière parce que à ce moment-là sur le World Tour on est souvent sur deux fronts, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur les classiques ardennaises et puis c'est vrai qu'on est un peu obligé d'aller sur le Tour des Alpes si on veut être performant derrière sur le Tour d'Italie. C'est presque un passage vraiment obligé, un peu comme le Dauphiné, et donc c'est toujours un petit peu compliqué parce que certains coureurs préfèrent se préparer au Giro en faisant les classiques ardennaises et d'autres vont sur cette course-là. On va bien entendu parler des Bleus, on parlera bien entendu de Thibaut Pinot, de Romain Bardet, on fera top et flop. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous a plu, ce que vous pensez vraiment de la situation de Thibaut Pinot, est-ce que vous pensez qu'il fera le Tour d'Italie ou non. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donc à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu et nous, on se retrouve tout de suite donc pour parler de la sécurité qui a encore été mise en cause, notamment par Matthew White, le directeur de Back and Change, sur l'arrivée de l'étape numéro 4. L'arrivée de l'étape numéro 4, c'est une descente, mais qui était très pentue, un petit peu technique, et c'est vrai que Matthew White a dit ce genre de descente ne devrait pas être à l'arrivée. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui parce que pour une fois, sur une course italienne, je trouve que c'était pas mal organisé. Vous savez que je dis assez régulièrement que RTS n'est pas du niveau d'ASO sur l'organisation. C'est vrai que sur le Giro, on est quand même habitué à ce qu'il y ait toujours un problème d'organisation chaque année. Et là, sur ce Tour des Alpes, j'ai trouvé que l'organisation avait fait plutôt du bon travail. Sur la descente, ça aurait mérité d'avoir 2-3 indications de virage à des endroits. Parce que c'est vrai qu'il y avait des épingles où il fallait anticiper le freinage. Mais après, c'est aussi aux coureurs à un moment de se gérer eux-mêmes. Dan Martin tombe, il a freiné trop tard, tout simplement. On ne va pas enlever non plus tous les éléments qui peuvent faire la difficulté d'une étape de cyclisme. Dans ce cas-là, on neutralise toutes les descentes. Et moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour qu'on améliore la sécurité, notamment sur les sprints, au niveau des barrières. Ça, vous le savez, j'en ai rappelé encore une fois sur le Tour du Turquie. Pour moi, les barrières, ce type de barrière qui a été utilisé au Tour du Turquie n'aurait pas dû être pris. Par exemple, les photographes qui sont trop proches des lignes d'arrivée, ça m'énerve également. Mais sur les descentes, il y a un moment, on ne va pas enlever non plus tous les problèmes de sécurité. On va pas. C'est un sport d'extérieur quand même. On ne peut pas trop maîtriser sur un sport en extérieur. Donc il faut l'avoir en tête. Allez, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus qui va être assez chargé sur cette course, malgré le fait qu'on n'avait pas beaucoup de Français au départ. Je commence avec Romain Bardet qui a rejoint l'équipe DSM cette année, qui n'avait pas roulé depuis quasiment un mois. Romain Bardet, il avait terminé Milan-San Remo et puis depuis il n'avait pas roulé en compétition, donc c'est un petit peu son retour. On sait qu'il fera le Giro. Romain Bardet, ça a été confirmé cette semaine. Moi j'ai trouvé que ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine. L'étape 2 pouvait être un petit peu difficile pour lui, on sentait que ça... Enfin, surtout dans la dernière montée répertoriée au classement de la montagne, on sent qu'il a un peu souffert. Ensuite, il s'est bien rattrapé. L'étape 4, il a été très bon. Je rappelle qu'il y a une seule étape que j'ai pas regardée en intégralité, que j'ai regardée en direct, c'est l'étape numéro 3, que je n'ai pas suivie. Les autres étapes, je les ai vues. Je précise, l'étape numéro 3 était en même temps était avant la Flèche Wallonne. Je me suis concentré sur la Flèche Wallonne. Mais du côté de Romain Bardet, moi j'ai trouvé que ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine. L'étape 4, il était vraiment bien. Sur l'étape 5, il est vraiment fort, je trouve, sur l'étape 5. Il est dans une forme ascendante. C'est ce qu'on attend d'un coureur sur ce type de course de préparation. Il ne faut pas qu'il soit encore au top de sa forme. Et là, je pense que Romain Bardet, sur le Giro, il est capable de faire un top 10 parce que la forme est là et surtout la forme est ascendante. C'est-à-dire que la courbe, on va dire, de niveau est plutôt bonne. Je pense qu'il va arriver sur le Tour d'Italie en bonne condition. Après, il faudra que la course ne soit pas trop problématique pour lui, qu'il ne tombe pas, que son équipe l'entoure quand même un minimum. J'ai trouvé quand même que du côté de DSM, des fois les coureurs étaient un petit peu seuls en haute montagne, mais je trouve que Romain Bardet a fait une bonne semaine. Il y a une progression, il y a une amélioration. On sent qu'il est heureux également de venir sur ce type de course, qu'il est content d'être là,
qu'il est content que son programme change. C'est vrai que lui, il a quasiment tout le temps fait le Tour de France. Donc là, il fait pour une fois le Tour d'Italie. On sent que ça lui fait du bien. Je pense que c'était un bon choix de toute manière pour lui de quitter AG2R. Parce que j'avais l'impression vraiment que ces 2 dernières années, il tournait un petit peu en rond dans l'équipe française. Voilà, bon travail. Je continue avec Nairo Quintana, que j'ai trouvé également plutôt bon cette semaine. Je rappelle que Nairo Quintana, lui, fera le Tour de France, il fera pas le Tour d'Italie, donc c'était une belle course de reprise du côté de Nairo Quintana. Je trouve qu'il a fait du bon travail, du bon boulot. Il s'est un peu fait avoir sur l'étape numéro 2, mais je rappelle, il n'avait pas couru aussi, lui, depuis un certain temps, Nairo Quintana. S'est fait un petit peu avoir parce que physiquement il n'était pas encore au top. Il a demandé à ses coureurs de travailler et puis quand Simon Yates a accéléré, il a complètement pété, il faut le dire. Mais sur l'étape numéro 4, il a été bon, voilà, dans un deuxième groupe. Encore une fois, Nairo Quintana, j'ai pas les mêmes attentes par rapport à un Thibaut Pinot, Romain Bardet, parce que Nairo Quintana, lui, ne fera pas le Tour d'Italie, il fera le Tour de France. Donc, c'était une bonne course de reprise pour Nairo Quintana. Il a bien repris la compétition. Il a fait des efforts. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé également chez Arkea, c'est que Arkea a osé travailler, a osé se mettre à l'avant du peloton. Maxime Bouet a fait du gros travail. Winnorak Anacona aussi, dans les montées. Il y avait Anthony Delaplace. On sent que l'équipe, je ne sais pas si elle est plus forte, mais elle n'a plus ce sentiment d'infériorité qu'elle pouvait avoir auparavant par rapport à des grosses formations. Et ça, c'est intéressant pour Quintana, parce que c'était peut-être le défaut qu'on pouvait avoir de Arkea l'année dernière, où on avait très peu vu cette équipe à l'avant de la course. Et là, ils ont osé prendre en main la course. Alors, je rappelle, c'est pas une épreuve World Tour, le Tour des Alpes, donc il faut le... Voilà, il y avait pas toutes les, il y avait quand même de nombreuses équipes World Tour, mais toutes les grosses équipes n'étaient pas là. Mais c'est un bon travail qu'a réalisé Nairo Quintana sur cette semaine, et on verra comment ça se passera dans les semaines à venir. Je pense que là, il va commencer à repérer le parcours du Tour de France d'ici le mois de mai. On le reverra certainement sur le Dauphiné libéré, Quintana. D'ici là, voilà, il va y avoir un gros travail de préparation d'altitude aussi avant les échéances du mois de juillet, et de fin juin, juillet, parce que je rappelle que le Tour de France cette année commencera fin juin. On continue avec Geoffrey Bouchard. Pourquoi Geoffrey Bouchard ? Parce que là encore, c'est un coureur qui normalement doit faire le Tour de France. Alors, j'ai pas l'indication parfaite de son calendrier sur Pro Cycling Stats. Là, je me fie à ce que disait Cyril Guimard, notamment de la chaîne L'équipe. Mais Geoffrey Bouchard, également comme Quintana, coureur en reprise, voilà, après une pause dans sa saison, je trouvais que c'était pas mal pour Geoffrey Bouchard. Quand on voit le niveau de cette course, on se dit qu'un top 15 sur le Tour de France est tout à fait raisonnable pour un Geoffrey Bouchard. Alors, je pense pas que ça sera le leader, enfin je ne sais pas, quand vous avez Aurélien Paré-Peintre et Clément Champoussin, mais ça sera donc un atout de poids pour AG2R en montagne. Parce que Clément Champoussin encore, il a l'air d'avoir les capacités pour faire top 10, top 15 sur un Tour de France. Si les mecs se courent pas après, AG2R pourra avoir un résultat au-delà de ses espérances en début de saison, où cette équipe s'attendait plutôt à être très performante sur les classiques, ça n'a pas été totalement le cas, et d'être peu performante sur les grands tours. C'était ça au niveau du principe. Peut-être que cette équipe sera performante sur les grands tours. Au moins, Geoffrey Bouchard, Champoussin et Aurélien Paré-Peintre, dans des échappées, ça peut aller au bout, ces trois coureurs-là. Donc c'est intéressant si on veut jouer les francs-tireurs. Et puis il ne faut pas négliger Nance Peters également. Cette équipe a d'autres atouts dans son sac. Je termine donc avec le coureur flop de cette semaine, c'est Thibaut Pinot. Il l'a bien résumé en interview. Catastrophique. Ce Tour des Alpes, catastrophique. Même quand il a été dans les échappées, les dernières étapes, il est dans une échappée, il se fait lâcher avant bande de l'arrivée. Sur une étape qui n'était pas très dure, l'étape numéro 5. Donc, même si ça roulait fort, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Thibaut Pinot, on voit très bien qu'il n'est pas au top de sa forme, peut-être encore des soucis au niveau de son dos. Mais du côté de Thibaut Pinot, ce qui m'inquiète quand même vraiment, c'est mentalement. On sait que c'est un coureur, quand il n'est pas en forme, mentalement, il est en dessous de tout, quoi. C'est un coureur qui marche vraiment beaucoup au moral.
Quand les jambes ne tournent pas, il n'y a absolument pas le moral et j'ai l'impression qu'ensuite, c'est un cercle vicieux qui s'engage. Moi, j'ai peur que Thibaut Pinot, si on l'envoie sur le Giro, il prenne sa retraite après. Parce que le Giro, il ne sera pas performant sur le Giro. Hein, il n'y aura pas de miracle. Hein. J'ai peur qu'après, il nous fasse une Tom Dumoulin. Parce que ça a déjà failli être le cas l'année dernière, il faut très clairement le dire. Là, j'ai peur que ça fasse la même chose. Je trouve que Groupama, en ce moment, joue au con avec Thibaut Pinot. Déjà, l'année dernière sur le Tour de France, moi, j'avais dit après la première journée de repos, il faut l'arrêter, il ne retrouvera pas sa forme. Voilà. Il ne retrouvera pas sa forme. On se refait pas la cerise pendant un grand tour. C'est impossible. On peut commencer à être en méforme sur un grand tour, mais c'est parce qu'on a peu couru avant et finir avec beaucoup de fraîcheur. Mais une fois qu'on est blessé, c'est mort sur un grand tour. Dans le cas de Thibaut Pinot, ensuite on l'a mis sur la Vuelta, alors qu'il était toujours pas remis de sa blessure. Donc deuxième erreur, il a fait 4 jours de Vuelta absolument pas au niveau. Et plus il a fait de jours de course, plus ça a aggravé, je pense, sa blessure au dos. Plus ça a eu des conséquences sur sa blessure au dos. Et là aujourd'hui, les conséquences sur sa saison 2021, c'est que pour l'instant, à part retour du Haut-Var sur le dernier jour où ça allait pas trop mal, on l'a jamais vu performant, mais parce qu'ils ont joué au con l'année dernière. Je crois du tout côté de Thibaut Pinot. Donc est-ce qu'il doit faire le Giro? Pour moi, non. Mais il doit pas non plus faire le Tour de France. Pour moi, il doit faire la Vuelta aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur la Vuelta, avec la fraîcheur physique, là, il faut vraiment qu'il arrête de courir, je pense, pendant une grande période, pour tenter de remettre tout en place, revenir sur la Vuelta et sur le Tour de Lombardie en fin de saison. Parce que très clairement là il est pas en mesure de jouer quelque chose sur le Tour d'Italie. Ça m'étonnerait que dans un mois il soit en mesure de jouer quelque chose, dans un mois et demi de jouer quelque chose sur le Tour de France. Le Tour de France, ça sera fin juin, donc il faut être en forme fin juin, il faut être en forme dans 2 mois. Il sera pas en forme dans 2 mois, Thibaut Pinot. Donc il y a le Tour d'Espagne qui sera mi-août, peut-être une échéance où il peut être un peu plus performant, Thibaut Pinot, mais j'ai vraiment peur pour la suite de sa carrière. Hein. J'ai vraiment peur qu'il nous fasse une Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, dans les mois à venir. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Je vais aller assez vite sur les top et flop. Simon Yates, il a été assez fort sur toute la semaine. Alors l'étape numéro 2, il nous a fait quand même un petit peu de masterclass. Il a été très très bon sur cette étape numéro 2. Il part... il reste encore 30 bornes, je crois, pas loin de 30 km. Donc vraiment sacré coureur. Et il fait 30 bornes en solo. Donc faut être costaud pour être dans ces conditions physiques-là. Et ensuite, il a géré. Il a géré sur l'étape 4, il a géré sur l'étape 5, parce qu'il avait quasiment une minute d'avance après l'étape numéro 2. Donc il savait que les étapes d'après étaient un peu moins difficiles. Bon, mais il a très bien géré. Sur l'étape 4, il fait mal à tout le monde encore. Dans la montée, après dans la descente, il prend aucun risque. Sur l'étape numéro 5, on sent qu'il est encore bien physiquement. J'ai bien aimé également du côté du Team Bike Exchange, c'est qu'on a renforcé le collectif. Du côté autour de Simon Yates, l'équipe est très solide. C'était pas forcément le cas auparavant. Souvent, Simon Yates, il avait un lieutenant de luxe très fort, comme Michael Nieve, mais il manquait des coureurs, un peu d'autres coureurs. C'est-à-dire qu'il avait un coureur solide en montagne et un ou deux coureurs solides en montagne. Là, il en a 4 ou 5. Et il a toujours des coureurs performants sur le plat aussi, Simon Yates. Le fait d'avoir recruté, par exemple, Tanel Kangert, c'est un très bon choix. C'est un très bon coureur. Ils ont vraiment renforcé le collectif. Après, la grande question est de savoir, est-ce que Simon Yates n'est pas en forme trop tôt? Ça, c'est toujours une question qu'on peut se poser. Par exemple, quand un mec gagne le Critérium du Dauphiné libéré, on a eu le cas Brachiovic, on a eu le cas Jakob Fuglsang, qui a aussi gagné le Dauphiné libéré, puis après sur le Tour de France, on sent que c'est moins bon. Moi j'ai un peu peur parce qu'on est encore à 2 semaines du départ du Tour d'Italie, il me semble déjà très en forme. Simon Yates, il nous a déjà montré que sur la gestion de sa saison, c'était pas toujours excellent. Et puis Simon Yates, là c'était une course de 5 jours. Un grand tour de 3 semaines, Simon Yates, c'est un petit peu comme Richie Porte. Il y a toujours un jour où il n'est pas bien. Et quand il n'est pas bien, comme Richie Porte, il perd 20 minutes. Donc il faudra voir s'il arrive à tenir 3 semaines de course. C'est la grande question, sans s'écrouler. Pour l'instant, il ne l'a pas montré
sur le Tour d'Italie. Sur le Tour d'Espagne, il l'avait fait une année. À lui d'essayer de reproduire ça, mais bonne semaine quand même de Simon Yates. S'il a la même forme sur le Tour d'Italie, il sera très difficile à battre. Je continue avec le petit Cepeda d'Androni Giocattoli. Androni Giocattoli qui fera le Tour d'Italie, parce que Vini Zabou a été exclu de ce Tour d'Italie. Heureusement, de toute manière, c'était pas normal que Androni Giocattoli ne soit pas sur le Tour d'Italie, parce que c'est quand même une équipe qui a formé notamment Egan Bernal, mais également Fausto Masnada, qui a eu des très très bons résultats en plus sur le Giro ces dernières années. Ils ont quand même remporté des victoires d'étape, fait des bons classements, ils ont été régulièrement dans les échappées aussi, ils ont animé la course. Donc, autant j'aurais dit Vini Zabou, Bardiani, oui. Pour moi, si Vini Zabou avait remplacé Bardiani, bon, ça n'aurait pas changé grand chose. Autant pour moi, Androni Giocattoli, c'est une équipe qui méritait totalement d'être sur ce Giro, et donc la patrouille a frappé Vini Zabou avec un nouveau cas de dopage, donc exclusion automatique d'un mois du côté de l'UCI. Du côté de Cepeda, donc jeune équatorien, alors pour tout vous dire, Cepeda, moi je ne l'avais jamais remarqué avant cette course. J'ai vu qu'il était troisième du championnat panaméricain U23 de la course en ligne, et deuxième d'une étape du Tour du Savoie-Mont-Blanc en 2020, 18e d'une étape du Tour d'Italie l'année dernière. Très clairement, je ne l'avais pas repéré, Cepeda, plus que ça. Là, il fait quand même quatrième en étant régulièrement aux avant-postes. Sur les étapes de montagne, cinquième de l'étape numéro 4, cinquième également de l'étape numéro 2, et premier du classement des jeunes. Cepeda, 22 ans, déjà un Tour d'Italie. Alors moi je suis pas toujours pour les coureurs jeunes qui viennent sur un Tour d'Italie, sur un grand tour très jeune, parce que des fois ça peut être un problème pour leur progression dans les années d'après. On gagne beaucoup de puissance sur un grand tour, mais des fois on perd un peu de qualité physique, c'est un peu trop tôt, je te dirais à 21-22 ans. Donc là, normalement, je pense qu'il reparticipe au Tour d'Italie, c'est ce qui est marqué sur Pro Cycling Start, c'est très intéressant. C'est un coureur également qui me semble a des petites qualités de puncher, grimpeur, comme c'est tous ces grimpeurs sud-américains, petit gabarit, peu de poids, donc sur le contre-la-montre, ça m'étonnerait qu'il fasse des merveilles. Par contre, je vais vérifier. Oui, il n'a pas fait de contre-la-montre cette année, donc je peux pas trop vous dire, mais il a été très très bon sur cette course, donc à lui de continuer comme ça. Et voilà, encore une fois, une nouvelle pépite sud-américaine et d'Équateur, comme Carapaz. Fait du bien de voir qu'il n'y a pas que la Colombie qui permet de sortir des jeunes coureurs, que l'Équateur est en train de devenir peut-être une nouvelle nation importante dans le domaine du cyclisme. Donc c'est bien aussi de voir l'internationalisation du cyclisme, et puis ça permet de voir que Androni a encore repéré une petite pépite, et je termine avec Vlasov. Vlasov qui a fait une bonne semaine aussi, troisième du classement général à 1,06. J'ai l'impression que lui aussi ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine pour Alexander Vlasov. Après, encore une fois, c'est une course de 5 jours. Vlasov, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait du mal sur 3 semaines, peut-être des soucis au niveau de la récupération pour Alexandre Vlasov. Après, il a été très très bon. De toute manière, Vlasov, depuis le début d'année, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve, pour le coureur d'Astana. Après, il faudra voir Vlasov, la formation autour de lui, parce que j'ai l'impression qu'Astana a un peu perdu de niveau cette année. Ils n'ont pas réussi à retrouver, à compenser les pertes et les départs du côté de cette formation. Et puis après, il faudra tenir 3 semaines pour Vlasov. Ça sera une obligation pour être performant sur le prochain Tour d'Italie. On passe tout de suite au flop. Premier flop pour moi, c'est Pavel Sivakov. 6e. On misait énormément sur lui chez Ineos. C'est pas la première fois qu'on mise sur lui chez Ineos et qu'il est un peu décevant. Alors on va me dire 6e place, c'est pas si mal. Oui, mais il finit quand même à 2,44 et son objectif, c'est le Tour d'Italie. Et on avait mis une grosse formation autour de Pavel Sivakov. C'est-à-dire que Martinez roulait pour lui. Également Moscon, qui a été très performant pendant toute la semaine, mais chez Ineos, il y avait une belle équipe. Si je vérifie tout ça chez Ineos, il y avait Moscon, Sébastien Henao, Ivan Sosa, également Puccio. Bon, Basso, c'est un peu moins ça, et Puccio aussi, parce que Puccio, c'est plus un grand top coureur, mais
On avait mis quand même une belle équipe autour de lui. Sur le Tour d'Italie, on ne sait pas trop qui sera encore le leader chez Ineos. Je ne sais pas si la sélection ou un début de sélection a été fait chez Ineos. Si, bah, c'est à peu près la même équipe avec Castroviero en plus et Egan Bernal. Bah là, face à Egan Bernal, il n'a pas vraiment montré grand-chose. Et c'est vrai que sur les grands tours, je trouve, enfin quand il a attendu, Sivakov, c'est pas incroyable. Depuis quelques temps, c'est un coureur qu'on avait repéré très tôt, il faut le dire. Mais depuis quelques temps, c'est pas exceptionnel, je trouve, Sivakov. Alors à lui de retrouver des bonnes capacités physiques, parce que là, sur une course comme ça de 5 jours, sans forcément avoir la plus grande starting list du monde, il n'y a pas tous les leaders du Giro qui étaient présents, eh bien je trouve qu'il a été décevant et à lui de remontrer des choses. Moi j'ai trouvé surtout qu'il a été décevant sur l'étape numéro 4, où il a vraiment lâché très tôt. C'est-à-dire que sur l'étape numéro 2, il fait deuxième, c'est pas mal, et je trouve que la forme n'a pas progressé au fur et à mesure de la semaine, c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet pour lui. Je continue avec deux coureurs à demi surpris au niveau de la déception, et je pense que même un de ces coureurs-là, c'est la dernière fois que je mets en déception, après on laissera passer. D'un côté, c'est Pozzovivo, qui finit 15e du général. Pozzovivo, après Pozzovivo, il est plus tout jeune. On a vu déjà l'année dernière sur le Giro, c'était un petit peu compliqué. L'équipe QBK Assos, pourtant, m'a l'air de s'être renforcée en montagne, avec des Kylian Franchini notamment. Mais du côté de Pozzovivo, je pense que c'est tout simplement l'âge qui commence à le rattraper. Et puis c'est un coureur qui a connu énormément de pépins physiques. Il a quasiment un bras à demi paralysé, Pozzovivo. Donc ça a des conséquences, je pense, au niveau physique. Et puis, là, il est surtout plus tout jeune, Pozzovivo, il doit avoir 37-38 ans aujourd'hui, donc à un moment, forcément, on perd au niveau de la performance. Et puis, Christopher Froome, du côté de Christopher Froome, c'est la dernière fois que je le mets en flop. Quand il dit en interview, j'attends le déclic, c'est que t'attends une prière à ce niveau-là. Peut-être qu'il reviendra à son top niveau, Froome. Mais j'ai quand même de sacrés doutes, et donc là c'est la dernière fois que je le mets en flop. On l'a vu même en échappée, c'est pas incroyable, il était dans l'échappée de l'étape numéro 2 si je ne m'abuse, l'étape numéro 4 je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, l'échappée qui a été reprise très tôt. Est-ce que c'était l'étape 2 ou l'étape 4? J'ai un trou de mémoire pour tout vous dire, mais c'était l'étape 4, si je l'ai regardé ici, je pense que c'était l'étape 4. Mais Froome, c'était pas incroyable. Sur cette semaine, et comme depuis le début de saison. Et déjà l'année dernière, c'était pas dingue. Moi, je pense qu'Israël a fait une erreur en le recrutant. Et je l'avais dit dans cette fameuse vidéo que j'avais fait lors de son recrutement par Israël Startup Nation il y a 1 an et demi. Peut-être pas 1 an et demi, mais il y a une grosse année où j'avais dit, moi, je pense que c'est un mauvais choix de la part de cette équipe israélienne. Donc du côté de Froome, on verra dans les semaines à venir, mais ça m'étonnerait qu'il soit très performant dans ces prochaines courses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.